Bonjour, bienvenue au cours d'analyse appliquée pour la mécanique. Aujourd'hui, nous allons explorer les liens entre l'énergie et le travail, c'est-à-dire les fonctionnels et les équations variationnelles. Comme nous avons vu, il existe une équivalence entre les champs mécaniques et les applications linéaires, c'est-à-dire entre les champs mécaniques et les travails associés aux champs. Cette équivalence est établie par les théorèmes d'Iris. Cependant, nous savons que les travails représentent une variation d'énergie. Nous nous posons donc la question de savoir s'il est possible de relier les énergies et les équations variationnelles. Ces liens est établi par les calculs de variation et par l'optimisation. L'énergie d'un système est un nombre réel. Ainsi, déterminer l'énergie d'un système revient à associer un nombre réel à un ou plusieurs champs mécaniques. Une telle opération est réalisée par des applications associant des champs de nombres réels. De telles applications sont dites des fonctionnelles. La théorie que nous allons présenter doit beaucoup à un mathématicien nommé René Gatto. René Gatto est mort en 1914 dans une bataille de la Première Guerre mondiale. La plupart de ses travaux ont été publiés après sa mort par Paul Lévy et Jacques Hadamard. Les premiers des travaux de René Gatto a été présenté par Jacques Hadamard à l'Académie des sciences de Paris dans sa séance du 4 août 1913. Ces travaux posthumes datent de 1919 et 1922 après la guerre. Ils ont été publiés par Paul Lévy et Jacques Hadamard. Les travaux de René Gatto font suite aux travaux de Maurice Fréchet. Fréchet a été le premier mathématicien à développer une théorie permettant un lien entre les fonctionnels et les équations variationnelles. Sa thèse, soutenue en 1906, présente déjà des éléments permettant de faire un tel lien. Il a poursuivi ses travaux en publiant en 1910, puis après la guerre, en 1922, une notion des différentiels connue comme la différentielle de Fréchet. Les travaux de René Gatto ont cependant un avantage pratique sur les travaux de Maurice Fréchet. Les calculs des différentiels au sens de Gatto est beaucoup plus simple, beaucoup plus aisé et se réduit au calcul des dérivées des fonctions réelles. En effet, Gatto a défini la dérivée d'une fonctionnelle j comme étant la limite pour lambda vers 0 de j de u plus lambda v moins g de u sur lambda. Vous reconnaîtrez ici la notion de dérivée directionnelle appliquée à une fonctionnelle. La grande avancée produite par Gatto vient du fait qu'il a compris que la dérivée d'une fonctionnelle ne pouvait être autre chose qu'une dérivée directionnelle. Il a donc réduit les calculs de la différentielle d'une fonctionnelle à une dérivée directionnelle simple à calculer. Il faut rappeler que la différentielle de Gatto est une différentielle, donc elle mesure les variations, la croissance ou décroissance
de la fonctionnelle dans une direction donnée. Cette direction, en mécanique, nous l'appelons un mouvement virtuel, une vitesse virtuelle, un déplacement virtuel. Lorsque l'application ainsi définie est linéaire continue, nous pouvons appliquer les théorèmes d'Iris. Dans ces cas, l'application KV associe dg du calculé en V est un élément du V', du dual topologique de l'espace V. Il existe donc, selon le théorème d'Iris, un élément J' du U qui permet de définir dg du calculé en V comme étant le produit scalaire dj' du U par V. Nous disons alors que J' du U est la dérivée des gâteaux de J en U, à ne pas confondre avec la différentielle des gâteaux qui, elle, est l'application linéaire précédemment définie. Comme nous l'avions observé, nous pouvons considérer une fonction de lambda qui est définie par f de lambda égale à j du u plus lambda v. Si cette fonction est dérivable en 0, nous avons f' de 0 égale à dj du u calculé en v. f' de 0 donne la valeur de la différentielle des gâteaux calculée dans la direction v. Nous avons alors réduit les calculs de la dérivée de la fonctionnelle j à la dérivation d'une fonction d'une variable réelle. Une autre manière simple de calculer la différentielle des gâteaux consiste en chercher un développement limité de la fonction f de lambda. En effet, si f de lambda peut être développé autour du point lambda égale à 0 dans une série f de 0 plus a1 lambda plus a2 lambda 2, nous savons qu'A1 coïncide avec f' de 0. Donc A1 égale à dj du U calculé en V. Nous réduisons ainsi les calculs de la dérivée ou de la différentielle d'une fonctionnelle au développement au premier ordre d'une fonction d'une variable réelle. Considérons un exemple classique. J du U égale à norme du U, égale à la racine du produit scalaire du U par U. Nous savons, comme pour les variables réelles, module d'x, que cette fonctionnelle n'est pas dérivable à l'origine. Nous allons vérifier si tel est le cas pour la dérivée des gâteaux. En effet, f de lambda est la racine carrée d'un polynôme. Ce polynôme, de second degré, s'écrit sous la forme a lambda 2 plus 2b fois lambda plus c, avec a égale au produit scalaire du v par v, b les produits scalaires du u par v et c les produits scalaires du u par u. Si u est différent de 0, nous savons que c est strictement positif. Dans ces cas, nous pouvons calculer la dérivée et nous obtenons p' de lambda divisé par 2 racines de p lambda. Nous pouvons calculer aisément f' de 0, qui est égal à b sur racine de c. Cette expression s'écrit sous la forme u sur norme du u scalaire v. Nous avons donc trouvé j', qui est égal à u divisé par norme du u. Cependant, si u égale à 0, b égale à c égale à 0. f de lambda s'écrit sous la forme racine de a lambda 2, donc égal à module de lambda norme de v. Dans ce cas, nous avons deux limites latérales distinctes. La dérivée à gauche est égale à moins norme de v. La dérivée à droite est égale à norme de v. Donc, nous avons deux limites latérales distinctes, ce qui veut dire que la limite n'existe pas. Par contre,
nous avons une dérivée du gâteau dans tous les points où u est différente de 0. Cette dérivée, cependant, n'existe pas un u égale à 0. Un autre exemple classique concerne les applications linéaires continues. En effet, si j du u égale à L du avec L appartenant à V', on peut vérifier facilement qu'f de lambda est égal à L du u plus lambda L du V. Par conséquent, f' de 0 égale à L du V. Ainsi, dj du u calculé en V est égal à L du V. Par l'isométrie d'Iris, nous voyons que j' du u égale à pi moins 1 dl. Un troisième exemple classique est celui où j du u est égal à a du u calculé en u. A est un opérateur de V en V' qui associe à un champ U une application linéaire. Dans ces cas, nous pouvons déterminer f de lambda sous la forme d'un polynôme de second degré, a fois lambda au carré plus b fois lambda plus c, avec les valeurs d'A, B et C ci-dessous. Nous pouvons alors déterminer la dérivée f' de 0 et nous constatons que sa valeur coïncide avec B. Ainsi, la différentielle des gâteaux, dj, est égale à a du u calculé en V plus a du V calculé en U. Il existe un cas où cette expression peut se simplifier. Il s'agit du cas où A est autre adjoint. Dans cette situation, A du U calculé en V est égal à A du V calculé en U. Nous avons donc dj du U calculé en V qui est égal à 2 fois A du U calculé en V. Dans cette situation, nous pouvons appliquer les théorèmes d'Iris et nous voyons que j' du U est égal à 2 fois pi moins 1 de A du. Un cas souvent rencontré dans la pratique est celui où j du est une intégrale d'une fonction qui dépend de x, u et de ses dérivés jusqu'à l'ordre n. Dans ces cas, nous pouvons calculer la différentielle des gâteaux facilement. Elle est égale à l'intégrale sur oméga de df du qui multiplie v plus df du' qui multiplie v', etc. jusqu'à df dun qui multiplie vn. Un deuxième cas souvent rencontré dans la pratique est celui où j est l'intégrale sur oméga d'une fonction qui dépend de x, u et gradient u. Dans ces cas, introduisons la notation u,i pour la dérivée du u par rapport à xi. Le gradient est u,1 jusqu'à u,n. Quant à la différentielle des gâteaux, elle s'écrit comme l'intégrale sur oméga de df du qui multiplie v, df de u,1 qui multiplie v,1, plus df de u,2 v,2, plus, etc. jusqu'à df de u,n v,n. Dans ce qui suit, nous allons faire appel à la notion de convexité d'une fonctionnelle. La fonctionnelle est convexe si seulement si elle vérifie l'inégalité suivante. J calculé en alpha u plus 1 moins alpha v inférieur ou égal alpha j du u plus 1 moins alpha j du v. Nous dirons qu'elle est strictement convexe si l'inégalité est stricte lorsque alpha est différent de 0 et alpha est différent de 1. Une fonctionnelle convexe est une fonctionnelle telle que le segment qui relie deux points de la courbe est toujours supérieur à la courbe elle-même. On peut construire facilement des fonctionnelles convexes. Par exemple, en considérant simplement une fonction convexe de Rn à valeur de r et en intégrant phi de v de x. Le cas typique
et phi de xi égale à norme de xi. On peut aussi faire la composition d'une fonction convexe croissante avec une fonction convexe. Le cas typique est donné ci-dessus. Les fonctionnels convexes ont de nombreuses propriétés. Par exemple, j de v moins j de u est toujours supérieur ou égal à la différentielle des gâteaux en u calculée en v moins u. En outre, la différence entre dj de v calculé en v moins u et dj de u calculé en v moins u est toujours positive. C'est-à-dire que l'application du KU associé dj de u est croissante. Un des résultats classiques concerne les points du minimum d'une fonctionnelle. Comme pour les fonctions usuelles, nous savons que si U réalise les minimums de J sur l'espace V, nous avons dj de U calculé en V égale à 0 pour tout V. La réciproque n'est vraie que si J est convexe. La démonstration de ces résultats est très simple. Il suffit de considérer que J de U est inférieur ou égal à J de U plus lambda V. Nous obtenons facilement alors que dj de UV est positif. On considère ensuite J de U qui est inférieur à J de U moins lambda V. Nous obtenons de la même manière que dj de U calculé en moins V est positif. Donc nous avons dj de U calculé en V qui est à la fois positif et négatif. Nous avons donc une première interprétation mécanique. Si U réalise les minimums de l'énergie J sur l'espace V, alors le travail associé à J' de U est nul pour tout mouvement virtuel V. La réciproque étant vraie si J est convexe. On peut étendre ces résultats au cas d'un ensemble admissible convexe. Rappelons qu'un ensemble C est convexe si seulement si la ligne, les segments qui relient deux points UV restent dans l'ensemble, c'est-à-dire que UV appartenant à C, θ appartenant à 0,1 entraîne θu plus 1 moins θv appartient à C. Si U réalise les minimums de J sur un ensemble C convexe, alors nous devons avoir une inégalité dj de U calculé en V moins U positif pour tout V appartenant à C. La démonstration est faite simplement en considérant que J de U plus θ V moins U moins J de U divisé par θ est positif. La réciproque, comme dans les cas précédents, n'est valable que si J est convexe. Très souvent, nous traduisons les équations variationnelles dj de U calculées en V égale à 0 en termes d'équations dites d'Euler-Lagrange. Rappelons que lorsque nous avons intégrale dA du V dx sur oméga plus l'intégrale sur d oméga de b du V ds plus une somme d'alpha i du V du pi égale à 0 pour tout élément V appartenant à champ d'oméga, dpi étant évidemment des points d'oméga, nous avons alors qu'A du U égale à 0 dans oméga, B du U égale à 0 sur d oméga et alpha i du U égale à 0 pour tout I de 1 jusqu'à n. La détermination d'équations d'Euler-Lagrange s'est faite en utilisant les techniques que nous avons vues lors de l'étude des équations variationnelles. Par exemple, supposons que dj du calculé en V peut être réduit à un produit scalaire d'une fonction du par V dans L2 d'oméga. Si d d'oméga est dense dans V, nous aurons alors
les produits scalaires d'A du par phi égale à 0 pour tout phi appartenant à d d'oméga. Nous déduisons alors qu'A du U égale à 0 dans oméga. Il s'agit là de l'équation d'Euler-Lagrange associée à J. Par exemple, considérons les cas où J est l'intégrale d'une fonction qui dépend du U et de ses dérivés jusqu'à l'ordre n. Nous avons vu que dg du U calculé en V pouvait se calculer selon l'expression ci-jointe. Nous avons donc, dans ces cas, A du U égale à df du U moins la dérivée de df du U' plus une somme des termes de la forme moins 1 à la puissance n df dérivée par rapport à un. Nous avons donc l'expression d'A du U et l'équation d'Euler-Lagrange sera A du U égale à 0, qui est une équation différentielle. La même étude peut être faite pour la fonctionnelle qui est définie par une intégrale d'une fonction du U et de son gradient. Nous pouvons déterminer alors A du U sous la forme suivante. Et l'équation d'Euler-Lagrange sera l'équation dérivée partielle A du U égale à 0. Un exemple classique d'utilisation des équations d'Euler-Lagrange est la détermination de la trajectoire la plus rapide reliant deux points dans un champ gravitationnel, c'est-à-dire les toboggans les plus rapides. On formule ces problèmes en cherchant une courbe y comme fonction de x pour laquelle le temps du parcours pour aller de l'origine au point en rouge plus bas, xb, yb, est le plus petit possible. On commence par utiliser la conservation de l'énergie qui nous permet de déterminer V, en supposant qu'on part de 0, 0 avec une vitesse nulle. On détermine alors la valeur de dt en fonction de la variation de la longueur de la courbe divisée par la vitesse. Le ds sur la courbe est égal à dx racine de 1 plus y' au carré. Nous obtenons alors le temps nécessaire au parcours, qui sera une fonction qui est définie par une intégrale qui dépend d'y et d'y'. Ceci correspond au cas particulier que nous avions avec f d'y y' égale racine de 1 plus y' au carré divisé par 2 fois gy. Nous pouvons calculer df dy et df dy'. Nous avons donc une équation différentielle qui nous donne la solution. C'est l'équation d'Euler-Lagrange associée à la fonctionnelle. Cette équation semble complexe, cependant la solution est connue. Il s'agit d'une cycloïde. Aristote s'intéresse au problème du levier. Il introduit déjà la notion du mouvement virtuel pour traiter ces problèmes. En effet, pour Aristote, tout dépend du mouvement de la balance, qui est relié à des mouvements des particules sur des cercles. Pour Aristote, tout peut être ramené au mouvement possible ou impossible lorsqu'une particule se déplace sur un cercle. Aristote introduit la notion de mouvement naturel et mouvement non naturel. Aujourd'hui, nous dirions mouvement virtuel à la place de non naturel. Pour Aristote, il est possible de déterminer l'équilibre en comparant les vitesses possibles, y compris les vitesses virtuelles. Un deuxième personnage qui joue un rôle important est Héron d'Alexandrie, dit aussi Héron l'Ancien. Héron s'intéressait beaucoup à l'enseignement de la mécanique. Nous devons à Héron
la division entre mécanique théorique et mécanique appliquée. Héron est l'auteur de nombreuses réalisations pratiques et théoriques. Il a notamment créé un distributeur automatique d'eau fonctionnant à pièces et des portes automatiques fonctionnant à vapeur pour un des temples d'Alexandrie. Il nous a laissé aussi de nombreux livres. Parmi eux, un nous intéresse particulièrement, les livres sur les problèmes des miroirs. Dans ces livres, Héron formule un principe de la nature, les principes d'épargne, selon lesquels la nature chercherait à économiser les moyens utilisés pour mettre en œuvre un phénomène quelconque. Héron applique les principes d'économie ou d'épargne au calcul des miroirs et détermine ainsi des trajectoires des rayons lumineux. Faisons ensuite un grand saut jusqu'au Moyen Âge, où nous retrouvons Jordanus Nemorarius. Jordanus Nemorarius s'intéresse lui aussi au problème de l'évier. Il introduit une notion de linéarité dans les travaux. Il s'intéresse à des situations limites en faisant des distances et des longueurs tendent vers zéro. Malheureusement, à l'époque, Jordanus ne disposait pas des outils de calcul différentiel et l'intégrale. Il est donc resté à l'hypothèse de ce qui arriverait lorsque la limite serait calculée. Nous retrouvons ensuite de nombreux travaux, par exemple ceux de Torricelli, ceux de Viviani, de Fermat, de Huygens. Les grandes avancées vont arriver avec l'invention du calcul différentiel et intégral. Notamment, Leibniz joue un rôle important. Jacob Bernoulli résout les problèmes de funiculaire. Leibniz résout les problèmes de la caténaire et de la courbe logarithmique. Leibniz et Bernoulli arrivent de manière indépendante à un des principes fondamentaux de la mécanique, les principes des travaux virtuels. Par exemple, nous retrouvons dans les travaux de Leibniz la notion d'action. Leibniz reformule les principes d'épargne d'Héron en un principe d'économie générale du monde qui est lié à l'action. Comme Héron, Leibniz applique ces principes au calcul des trajectoires des rayons lumineux. La famille Bernoulli intervient fortement dans le développement du calcul des variations. Cependant, c'est à Pierre Varillon que nous devons la formulation du principe de la moindre action. Voici la formulation donnée par Varillon. La somme des énergies affirmatives égale à la somme des énergies négatives, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne égale à travail des forces extérieures. Varillon est le premier à donner une définition précise de la vitesse virtuelle et de l'équilibre à l'aide des vitesses virtuelles. La formulation de Varillon fait intervenir la notion de petits mouvements, des vitesses virtuelles qui ne sont rien d'autre que des différentiels des contraintes qui sont imposées au mouvement. Le pas suivant est donné par Maupertuis. Maupertuis formule de manière plus précise les idées de Varillon. Nous arrivons alors à D'Alembert, qui introduit la notion d'une force fictive réalisant les travaux virtuels. Cette force fictive n'est rien d'autre que la réaction de la liaison. Les principes d'Alembert restent jusqu'à aujourd'hui
la manière la plus générale de formuler un problème de mécanique. Coulomb s'intéresse, lui, aux problèmes liés au frottement. L'estocade finale est portée par Lagrange, qui dans son livre Mécanique analytique introduit la notion des multiplicateurs de Lagrange associés aux liaisons. Lagrange indique que les mouvements peuvent être caractérisés soit par un minimum, soit par un maximum, par un point stationnaire en général de la fonctionnelle considérée. Hamilton n'a jamais accepté certains des développements de d'Alembert et Lagrange et cherchait une unification entre la théorie de Lagrange et d'autres théories basées sur les principes de Newton. Les développements produits par Hamilton ont amené sur la table de la théorie des fonctionnels la notion d'automatique, de contrôle et de commande des systèmes. Lyapunov s'en est saisi pour produire une théorie différente de la théorie de Lagrange, basée sur des fonctions de Lyapunov. Comme nous avons évoqué, nous arrivons à Maurice Fréchet qui essaye d'ordonner et donner un cadre mathématique au développement précédent. Pontryagin formule son principe de maximum pour des systèmes hamiltoniens. Plus récemment, Richard Bellman introduit la programmation dynamique. Une grande partie des méthodes numériques utilisées de nos jours est due aux travaux de Jacques-Louis Lyons. Ainsi, les développements des théories menant à la dérivée des gâteaux et aux équations d'Euler-Lagrange actuelles reposent sur des travaux effectués par l'humanité et certains scientifiques pendant des millénaires. Il vous reste à faire des exercices pour maîtriser les opérations concernant la dérivée des gâteaux et les équations d'Euler-Lagrange. Dans un prochain cours, nous verrons les calculs numériques des dérivées des gâteaux. Nous verrons aussi ultérieurement leur utilisation en commande des systèmes et dans l'automatique. Merci, au revoir.